bienvenue à la Culture en action. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter les 3 nouvelles expositions qui vont être présentées ici au Carrefour culturel Paul-Médéric jusqu'au 21 novembre. Premièrement, il y a l'exposition L'art à table 3, l'ouverture, qui est présentée dans le cadre du festival Cuisine, cinéma et confidences. La seconde exposition que je vais vous présenter, c'est celle de l'atelier Inspire de Marie-Sophie Bertrand et de Valérie Di Maurizio, qui ont fait une exposition de bijoux qui se nomme Récits de femmes, récits de vie. Et finalement, la troisième exposition que je vais vous présenter se nomme La pierre en mouvement. On est ici à l'intérieur présentement et c'est M. Jean-Pierre Huot qui nous montre son travail. La première exposition que je vous fais visiter aujourd'hui se nomme L'art à table 3. Cette année, c'est sous le thème de l'ouverture. C'est présenté par le festival Cuisine, cinéma et confidences. Et j'ai avec moi M. Pierre Bouchard, qui est le coordonnateur de cette exposition. Bonjour, M. Bouchard. Salut, allô. Heureuse de vous avoir avec nous pour la 3e année consécutive. Oui. On devient des habitués. Oui, on devient comme des colocs, presque. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui n'auraient pas vu l'émission de l'an passé, qu'est-ce que c'est l'art à table? Bon, l'art à table, c'est toujours une exposition qui est liée à la bouffe. C'est le volet art visuel du festival Cuisine, cinéma et confidences. Voilà, on accueille des artistes. Il y a eu la première édition, on était 3 artistes. La deuxième édition l'an passé, édition pandémique, près une douzaine d'artistes. C'était une très, très belle expo, mais sauf que pas grand gens l'ont vu, là, malheureusement. Et cette année, ben, là, on se gâte là, avec une invitation vraiment à large, là, le thème étant l'ouverture. On a encore ouvert là, les invitations, on est à peu près 25 artistes. Wow! Est-ce que ce sont des artistes surtout de Charlevoix ou vous avez été jouer un peu partout au Québec? La plupart sont de Charlevoix. Il y a un peu d'artistes de la capitale nationale, Montréal aussi. C'est à peu près ça. J'aimerais peut-être ça savoir comment l'idée a germé de faire une exposition dans le cadre du festival. C'est une demande de la présidente fondatrice du festival, Lucie Tremblay, on s'est rencontrés et puis elle avait envie de faire un volet là, un peu plus art visuel. Donc, elle m'a mis sur cette mission-là. Elle avait des amis à Montréal, donc c'est ça. Et il y avait Benoît Levac, entre autres, qui est un petit peu la pierre angulaire de l'expo parce qu'à chaque fois, il prend photo des producteurs et puis des restaurateurs. Donc ça fait 3 ans que Benoît Levac fait des photos. Il vient ici 3-4 jours dans Charlevoix, il se promène avec tout son attirail là, de photographie et puis il croque les portraits des gens. Est-ce que ces portraits-là, ce sont des producteurs encore de la région Oui. ou là aussi, on a été plus loin? Bien, encore, la plupart, c'est toujours Charlevoix, la Malbaie, Baie-Saint-Paul et puis Capitale-Nationale. Là, il y a comme le réseau là, de la grande famille de festivals Cuisine et Confidences et aussi avec des gens de la Capitale-Nationale. Et puis, c'est à peu près ça aussi. On est dans Charlevoix, mais on va un peu voir ailleurs quand même. OK. Régional à 90 % avec... Dans notre belle Capitale-Nationale dont on fait partie. Ouais. Bien oui, vous avez bien raison. Pour continuer, l'ouverture, hein, cette année, c'est votre thème. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce thème-là? Pourquoi l'ouverture? C'était en gros à cause de la pandémie, puis c'était lié au restaurant. Donc, nous sommes ouverts. Maintenant, ils ont ouvert, ils ont fermé. Ça n'a pas été facile pour eux. Je pense que aussi dans le festival, le thème cette année, c'était une lettre d'amour aux producteurs et aux restaurateurs, parce que ils ont vraiment mangé ça chaud, là, pour une expression. Donc, si je comprends bien, Lucie Tremblay du festival vous aiguille un peu aussi. Là, oui, on brainstorm. Cette année, ça pourrait être ça. Fait que, OK, fait que là, moi, je travaille graphiquement pour sortir une affiche et puis faire un petit texte autour de ça puis essayer de pousser ça un petit peu plus loin. Fait que là, on était dans l'ouverture. Fait que quand on est à la table aussi, donc qui on invite à notre table, à qui on parle, il y a tout le concept d'ouverture d'esprit, d'ouverture à l'autre aussi. Et puis, ça nous amène à l'ouverture, c'est ça, on rencontre les autres peuples par la bouffe aussi. Au Québec, ça a été ça. On a mangé asiatique, grec, italien. C'est comme ça que les liens se font, là, souvent. Oui. Par contre, il y a de quoi qui m'intrigue un peu. Pourquoi c'est avec vous
que Lucie, pourquoi c'est vous que Lucie a abordé? C'est quoi votre cheminement? C'est quoi votre parcours? C'est parce que je suis le plus gentil et le plus beau, probablement. Des artistes de Non. Charlevoix, c'est ça? À Québec, j'avais déjà fait des petites expositions comme ça avec des amis, tant dans le milieu de l'illustration, de la bande dessinée ou même de la peinture aussi, du graffiti. Donc, tu sais, j'aime ça, monter des petits concepts d'expo comme ça, puis attirer des artistes. Donc, je l'ai fait quelques fois, et puis, c'est ça, c'était naturel ici que je le fasse aussi. J'aime beaucoup, des fois, être la bougie d'allumage entre des gens, puis faire rencontrer des artistes dans des expositions. Donc, M. Bouchard, vous disiez que cette année, vous aviez 25 artistes ici. Oui. Puis comment vous les avez choisis? Est-ce que c'est vous qui les avez choisis ou c'est eux qui vous appelaient? Oui, ou... c'était des choix que j'ai faits, des artistes que j'ai connus l'an passé, dans l'année aussi. Lucie aussi m'a proposé des artistes aussi. Alors, puis ils sont vraiment là, en tant que l'année passée, j'étais plus dans une gang qui était autour des ateliers, centre de production des ateliers. J'avais connu tous ces gens-là dans l'année, donc c'était comme naturel qu'on fasse quelque chose ensemble. Et puis cette année, je me suis dit, quand je vais aller vers des gens avec qui j'ai jamais exposé, avec qui je suis jamais allé dans les ateliers, même. J'avais Jean-François Racine, je suis jamais allé à son atelier, ça fait 3 ans que je suis ici, donc je me dis, comme c'est le temps d'aller rencontrer des nouvelles personnes, on va dire. Et puis, je pense à Marie-Renée Otis, Denis Reid, je pense à François Vincent, je me suis trompé de nom. Non. Non. Je ne penserais pas. Et puis, tout ça, c'est comme des artistes de Baie-Saint-Paul, ça fait longtemps qu'ils sont ici aussi, qui ont une pratique. C'est François Terrien, hein, que vous François vouliez dire, Terrien. hein? Et puis... Mais on pourrait peut-être les nommer. Est-ce que vous avez le nom des artistes qui sont présentés ici? C'est vraiment intéressant. Oui, je suis capable de faire ça en regardant il y a Let's Dominique Normand, oui, il y a Dominique Geneviève Bédard, moi-même, Benoît Levac, il y a Rénal Bourdeau, il y a Marie-Fauve Bélanger, Denis Reid, l'artiste Fredo, l'artiste Alias, l'artiste Berco. Je suis allé dans les petits noms, tu vois. Alors, Jean-François Racine, Marco Piloto, Josiane Lantier, Jimmy Perron, les sœurs Locatelli, Karine et Vanessa, Frédéric Ouellette, Marie-Kim Lavigne, Marie-Renée Otis, Marilyn Busque-Dubois, Frédéric Tremblay, alias, François Terrien, et puis Chloé Lucie, des nouveaux, et Dariane Jasmin. Ah ouais, c'est une belle gang, hein? Et les Valériens, et puis aussi Jean-François Lettre. Là, je les ai tous. Ouais. Plusieurs noms connus. Oui, exactement. Mais quand même, plusieurs nouveautés aussi à découvrir qui sont des artistes plus émergents là, ici dans la région. Oui, là. Oui, il y a des artistes de la relève. Il y a des artistes aussi qui viennent de la capitale nationale comme Marie-Kim Lavigne, Berco. Et puis, il y en a vraiment de tous les horizons. OK. Puis, est-ce que vous leur avez demandé de travailler sur le thème ou vous les avez laissés aller vraiment... Voilà. Comme je disais, dans le fond, le thème est à la base est la bouffe. Et puis, on peut toujours s'égarer avec le repas. On peut s'égarer avec l'ouverture. Donc, à chaque édition, il y a comme un thème là, qui vient un peu s'ajouter. Donc, il y a des artistes qui vont aller quelque chose vraiment vers la bouffe. Là. Il y a eu des expressions québécoises avec de la bouffe, là, faite par Denis Reid, assis sur son steak, lâche pas la patate, se bourrer la face. Donc, c'est alors une approche très ludique de Denis Reid. Et il y a vraiment des approches qui sont complètement différentes pour chacun. Donc, il y a beaucoup de thèmes qui ont été abordés finalement. Oui, oui. Et puis, dites-moi donc, est-ce que la pandémie, ça a changé la manière de présenter votre exposition? Oui, en effet, parce qu'il n'y a pas de vernissage. Il y a une rencontre avec les artistes et j'ai fait une vidéo de l'exposition et puis on va pouvoir le regarder là, à l'extérieur. Donc, il y a comme une... Puis aussi, cette vidéo-là, je vais sûrement le mettre sur les réseaux, sur des pages Facebook. Donc, les gens peuvent aussi venir se donner une idée, là, parce que, tu sais, une vidéo d'une exposition, c'est pas comme les voir en personne. Mais ça nous force là, quand même à diffuser là, avec toutes les plateformes qu'on a. À travailler plus fort justement sur les communications.
Ouais, ça, c'est bien dommage qu'il n'y ait pas de vernissage. C'est bien dommage. Avec la gang que vous êtes, on peut deviner que ça aurait été très festif. Et puis, est-ce que vous avez des projets dans l'avenir? Est-ce que l'an prochain, on va pouvoir voir une édition 4? Je pense que oui, parce qu'il y a comme un intérêt des artistes à travailler ensemble. C'est vraiment des beaux thèmes pour réunir des œuvres. Alors, je ne sais pas qui va s'en occuper, je ne sais pas ça va être qui les artistes, mais je pense bien que aussi le Carrefour va être intéressé à accueillir là, ce projet. Puis vous, personnellement, M. Bouchard, en tant qu'artiste multidisciplinaire, on va vous voir où cette année? Un peu partout. J'ai une exposition en ce moment à la Papeterie Saint-Gilles, encore peut-être pour un mois. Et j'ai des tableaux au manoir au Fermont de Richelieu qu'on peut voir. J'expose ici et puis dans les galeries, là, chez Beauchamp et puis chez Iris aussi. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Bouchard. Et puis, j'invite les gens à venir le voir. Oui, très belle expo. Alors, oui. Gênez-vous pas. Oui, belle diversité. Félicitations. La seconde exposition qu'on présente aujourd'hui au Carrefour culturel Paul Médéric se nomme Récits de femmes, récits de vie. C'est présenté par les ateliers Inspire, qui sont les ateliers de Mme Marie-Sophie Bertrand, l'artiste qui est avec moi. Et c'est accompagné des photos de Mme Valérie Di Maurizio. C'est bien ça? C'est bien ça. Bonjour, Marie-Sophie. Bonjour. Bienvenue au Carrefour culturel. Merci. Pour commencer, pourrais-tu me parler de ton exposition? Qu'est-ce qu'on retrouve dans ton exposition? Alors, dans mon exposition, en fait, j'ai voulu mettre en objet des histoires, des récits de femmes. Et donc, j'ai choisi d'utiliser 3 médiums principaux. On a le bijou, qui est l'objet central, si on veut. On a la photo, qui vient nous donner l'ambiance générale, des photos qui sont toujours un peu... comment dire, on ne voit pas de visage clair, donc chacun peut s'identifier à cette photo-là. C'est une ambiance qui nous laisse s'y intégrer. Et finalement, on a des récits audio beaucoup plus intimes qui viennent nous donner la partie finale de chaque objet. Wow! Et puis vous, vous êtes une artiste multidisciplinaire, donc à ce que je vois. Oui. Oui, votre formation. Parlez-moi de vous, on vous connaît peu. OK. J'ai commencé en fait par étudier à l'université à Montréal en management. Puis ensuite, j'ai décidé que je n'irais pas travailler dans un bureau. J'ai beaucoup voyagé, j'ai fait différentes choses. Et puis, je viens d'une famille où ma mère a fait l'histoire de l'art. Il y avait beaucoup d'art dans notre famille, tout ça. Puis, j'ai décidé de poursuivre en joaillerie de mon côté. Donc, j'ai étudié la joaillerie. Je suis allée faire un stage en France chez une joaillière contemporaine. Et puis, suite à cette formation-là, je suis rentrée au Québec. Puis là, j'ai commencé Inspire, qui sont des bijoux toujours symboliques. OK. Donc, chaque bijou que vous faites, dans le fond, est un peu la commande de quelqu'un qui a un désir de mettre en objet une émotion, un souvenir. C'est ça? Bien, en fait, il y a aussi des bijoux que je vais créer par moi-même. Donc, souvent, je vais partir d'un récit, effectivement. Donc, ça peut être quelqu'un qui vient me raconter une histoire, puis on va travailler autour de son histoire pour créer un bijou avec leur symbole. Mais ça peut aussi partir de moi. Donc, ici, dans l'expo, il y a un bijou qui part de ma propre histoire. Et j'ai créé différentes collections aussi par rapport à des symboles que j'avais choisis. Donc, je suis toujours attirée par des mots, par des concepts et par des récits. Okay. Mais soit des autres ou soit les miens. Ça dépend. Pouvez-vous d'ailleurs nous donner un exemple, mettons, d'une œuvre ici, son histoire, oui. etc. Okay. Ça serait le fun. J'en ai 2 qui me semblent parfaites pour ça. Disons que je vais parler de la transmission. Peut-être parce que mon grand thème préféré, c'est ça, c'est la transmission d'histoire et de récits. Donc, j'ai un bijou ici qui s'appelle Transmission et c'est la transmission d'une passion dans la famille. Et ici, il est dépeint par une bague fleurie, tout simplement parce que c'est ma mère qui fait de l'aquarelle et qui aime beaucoup faire des fleurs. Et l'aquarelle, elle le prend de son père qui, lui, peint depuis pas des générations, mais depuis des années et des années. Et donc, c'est la transmission de cette passion-là du pinceau et des couleurs qu'on vient recevoir dans un bijou qui nous raconte tout ça.
Donc, l'audio est là pour nous raconter l'histoire. Et dans les photos, on voit plutôt le côté transmission entre la grand-mère qui offre à sa petite fille et qui, ça continue dans le temps. Donc, voilà. Ah, c'est vraiment beau. Et puis, le titre, lui, il est venu de où? Alors, récit de femme, récit de vie, parce que j'aurais pu en parler tout à l'heure. J'ai aussi dans l'exposition un petit bébé papillon. C'est suite à ma première grossesse où j'ai vécu tout un événement particulier, où j'ai réalisé à quel point toutes nos histoires intimes viennent se connecter avec les histoires de milliers d'autres femmes, en fait. On vit tous des sentiments particuliers pendant la maternité. On vit tous des sentiments à peu près similaires quand on rencontre quelqu'un. Je me suis rendu compte que c'était très, très universel, tout ce qu'on vivait. Et donc, j'avais envie d'appeler ça « récit de femme » parce que tous nos récits sont uniques, mais tous nos récits résonnent. Donc, je trouvais ça intéressant de pouvoir faire résonner les récits de l'une avec l'autre. Et récit de vie, dans le fond, tout simplement pour dire que c'est ça, c'est les gens qui vont nous parler de leur vie et ça va résonner de femme en femme, probablement aux hommes aussi, mais c'est un peu ça ma question. Ouais. Est-ce que vos bijoux s'adressent seulement aux femmes? Est-ce que vos histoires s'adressent plus aux femmes? Non, parce que je travaille aussi beaucoup avec des hommes, particulièrement pour faire des bagues de fiançailles, mais ça reste que c'est une histoire de couple et une histoire qui parle d'une femme et qui s'adresse, le bijou s'adresse à la femme. Pour l'instant, je travaille rarement avec des hommes qui viennent me raconter des histoires. Est-ce que c'est parce que les hommes ont moins envie de venir se confier ou est-ce que c'est parce que pour l'instant, ça ne m'est pas encore arrivé, je ne le sais pas. Mais pour moi, pour l'instant, je voyais plus ça comme des récits de femmes parce que c'est ce que je reçois le plus. Oui. Voilà. J'ai remarqué que chaque bijou est accompagné d'un code QR. Qu'est-ce qu'on retrouve sur le code QR? Bon, alors j'ai décidé d'accompagner chaque bijou d'un code QR pour faciliter l'écoute de l'audio. C'est la première fois que je travaille l'audio et j'ai eu envie que ce soit simple d'accès. Donc, les gens avec leur téléphone vont pouvoir aller chercher l'audio relié à chaque bijou. Okay. Et l'audio vient nous amener une dimension de plus. Et ce que j'ai remarqué quand je faisais les entrevues avec les gens qui me parlaient, c'est que le format audio les rend très, très, très à l'aise. Ils vont parler sans se soucier de quoi que ce soit. Ils sont au téléphone avec moi, puis ils me racontent une histoire, puis ils vont dans leurs souvenirs, puis de minute en minute, les souvenirs s'enrichissent. Donc, c'est sûr que pour les besoins de l'expo, j'ai beaucoup, beaucoup raccourci les histoires, mais je pense que prochainement, je vais mettre les histoires entières sur le site pour qu'on puisse les entendre, parce que là, j'ai dû faire beaucoup de coupages pour que ce soit facile et accessible. Pour pas que les gens soient ici 4 heures. Oui, c'est ça, c'est ça. On n'est pas dans une visite de 15 heures, là. Oui, c'est ça. Voilà. Par contre, si je comprends bien, c'est vraiment génial. On va entendre la voix des vraies femmes qui se sont livrées à vous. Oui. C'est pas vous qui racontez l'histoire. Non. Ça, c'est vraiment formidable. Ouais. En fait, il va y avoir ma voix parce que je raconte la première histoire, c'est la mienne. Ensuite, on entend mes filles parce que j'ai pris des moments pépites. Des moments pépites, c'est des moments précieux. Donc, j'aurais pu en mettre 1001, mais comme on dit, j'ai voulu synthétiser, donc j'en ai un. Ensuite, on entend ma grand-mère qui nous raconte un peu un chemin de vie, 60 ans d'amour. Donc, c'est ça, mais en très court, là, en 2 minutes. Ah, que c'est beau. Et ensuite, on entend ma mère, donc c'est rendu très autobiographique tout ça, mais bon, c'est mes débuts, donc j'utilisais vraiment les gens autour de moi. Et c'est vraiment ça que ça représente, les bijoux. Donc, on entend ma mère qui nous parle de sa passion pour la peinture, qu'elle partage avec son père et qui se sont transmis, tout ça. Donc, on entend vraiment les vraies voix et on ne m'entend pas sur les autres audios. C'est encore plus beau parce que là, on entre vraiment dans votre univers, des gens les plus importants dans votre vie. Oui, exactement. Wow! Quelle bonne idée! Et puis, votre inspiration, comment vous la nourrissez? Comment elle vient? Je me rends compte, en fait, que pour nourrir mon inspiration, il faut que je fasse beaucoup de choses différentes. Donc, j'ai besoin de bouger. Donc, je fais beaucoup de yoga, j'aime faire de l'accro, toutes sortes de choses très, très mouvementées. Parce que quand je me pose pour écrire, c'est très statique et les mots me viennent plus quand je suis en mouvement, moi. Et comme je suis inspirée par les mots, ben alors il faut que je bouge beaucoup. Je vais marcher, je vais sauter, je vais danser, je vais chanter. Là, les choses me viennent. Puis ensuite, je me pose pour les écrire. Oui, parce qu'il y a aussi du texte qui accompagne tout ça. Oui. Je suis très attirée par les mots. Je pense qu'à la base, je suis le plus attirée par les mots. J'ai commencé à écrire avant de savoir écrire. Donc, j'avais un journal intime, puis j'écrivais en phonétique avec des dessins en dessous. Bon, finalement, je ne comprends plus trop ce qui est écrit, mais je vois les... Ah, mais c'est vraiment mignon. Oui.
Et puis, c'est qui les gens qui ont le plus marqué votre cheminement? Bien, c'est sûr qu'il y a des gens dans ma famille qui ont beaucoup marqué mon cheminement. Tu sais, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère, des gens qui m'ont beaucoup inspirée de par leur façon de raconter des histoires. Mon grand-père racontait énormément d'histoires. Ma mère m'a beaucoup appris sur l'histoire de l'art. Ensuite, des gens que je connaissais moins, bien, il va y avoir ma maître de stage que j'ai eue en France, Géraldine Luten-Bacher, qui est une femme qui expose au musée du Louvre, musée d'art décoratif. Elle m'a beaucoup appris, elle m'a montré plein de choses. J'ai eu des professeurs qui m'ont beaucoup appris aussi. Et puis, pour l'instant, je pense que ce serait ça que je pourrais dire, là, les gens qui m'ont le plus influencé. Après, des autres artistes, je vais y réfléchir. Oui, Ouais. mais quand même. Donc, on est assez dans l'authentique. Vous n'essayez pas de ressembler à qui que ce soit, c'est vraiment vous. Oui, là. oui. Et puis, est-ce que vous en avez plusieurs de fait des expositions comme celle-là? Non, c'est ma première. C'est votre première? Première expo, première entrevue, premier tout. Donc, c'est votre baptême? C'est ça. On espère vraiment qu'il va venir des milliers de personnes voir voir l'éclosion. Oui, c'est ça, exactement. Et Ouais. puis, si on vous cherche, est-ce que vous avez un site Internet? Est-ce que vous avez... comment qu'on fait pour vous trouver? Puis l'atelier Inspire, là, est-ce que ça a pignon sur rue? Est-ce qu'on peut... Ça peut être visité, mais il faut que ce soit sur demande parce que ça n'a pas pignon sur rue, c'est dans un garage à Baie-Saint-Paul. Donc oui, si les gens ont envie, ils peuvent venir me voir. Sinon, j'ai un site Internet, inspire.com, donc juste ça. Inspire avec 3i quand même. Inspire avec hein, 3i, pas de E, donc voilà. J'ai Facebook, Instagram et LinkedIn, donc voilà. Ouais, quand même, il y a moyen de Oui, vous retrouver. c'est ça. Merci beaucoup, Ben, Madame merci, Bertrand. C'est merci un beaucoup. grand plaisir Oui. de vous recevoir, mais aussi de recevoir votre exposition qui est très empreinte d'humanité, puis très, très forte émotivement. Franchement, félicitations. Ben, merci beaucoup, merci de me recevoir. Puis c'est très beau la salle, j'adore ça. C'est Je suis de très toute contente. beauté. Ouais, merci. La troisième exposition qu'on présente aujourd'hui se nomme La pierre en mouvement. Et puis, j'ai la chance d'avoir l'artiste avec moi, M. Jean-Pierre Huot. Bonjour, M. Huot. Bienvenue au Carrefour culturel. C'est un plaisir. On va peut-être commencer par le titre, La pierre en mouvement. Racontez-moi pourquoi vous avez appris votre... Ben, qu'est-ce qu'on retrouve dans votre exposition? Bien, c'est justement la pierre en mouvement. Ça m'a toujours fasciné de prendre une pierre brute et puis, par mon travail, par les coups de ciseaux, de lui donner du mouvement. Ça m'a toujours fasciné. Puis, ce qui est le plus intéressant dans tout ça, c'est de découvrir ce que la pierre a à nous offrir. Parce qu'une pierre brute, ça ne dit rien. Mais quand on commence à la sculpter, quand on commence à lui donner du mouvement, puis lui donner une forme, les couleurs qui vont sortir au polissage, c'est incroyable. C'est une surprise à chaque fois. C'est ce qui est valorisant dans ce travail-là, c'est de donner vraiment ce mouvement-là à la pierre. Est-ce que ça veut dire que, dans le fond, pendant que vous travaillez la pierre, elle va un peu décider... Je dirais qu'elle décide avant. C'est une pierre, quand on la prend pour la première fois, à l'atelier par exemple, on va dans une boutique pour acheter des pierres, on va regarder une pierre, puis on va voir un petit peu ce qu'elle va nous donner au départ. Après, quand on commence à la travailler, bien là, ça devient de plus en plus précis ce qu'elle va nous offrir. Ouais. Donc, si je comprends bien, l'inspiration arrive directement là, Oui, quand vous achetez la pierre. Au départ, la pierre va nous dire, oui, il y a du potentiel pour faire telle œuvre avec ça. Ouais. C'est un peu la pierre qui vous dit qu'est-ce qu'elle veut devenir. Oui, en quelque sorte. Ou des fois, c'est une image forte qui nous vient d'un souvenir de jeunesse ou d'un voyage ou d'une rencontre qui va dire « Ah, j'aimerais ça, par exemple, faire un aigle royal. » Ça vient d'une idée. Puis quand on trouve, chez l'artisan qui fournit les pierres, quand on trouve la pierre qui correspond à ce désir-là, bien là, la jonction se fait, puis après ça, on a un plaisir immense à créer ça. Oui. Donc, un peu comme l'aigle royal, elle, c'est pas
Vous n'êtes pas arrivé au magasin de pierre, vous avez dit « Ah, lui, il veut devenir un aigle ». Vous avez plutôt cherché la pierre qui pouvait devenir un aigle. Ça va dans les deux sens. Parfois, on va regarder une pierre et on va se dire « Oh, ça va être beau, ça va donner ça ». Puis d'autres fois, on part avec une idée puis on réalise. Et la pierre en mouvement, pourquoi le titre? Bien, justement, la pierre n'aura jamais de mouvement en elle-même. Puis moi, le travail que je fais, c'est de lui donner du mouvement. C'est le but de l'opération. J'ai pas encore touché à l'abstrait parce que ça ne me parle pas. Je suis un gars de la nature, je suis un chasseur, je suis un pêcheur, je suis un grand voyageur. Puis ce que j'aime, c'est de réaliser une œuvre à partir de la pierre qui a une histoire en arrière. Si on regarde mon portfolio, ce qui accompagne l'œuvre, c'est toujours l'histoire d'où c'est parti, pourquoi j'ai réalisé cette œuvre-là. Il y a une connexion qui se fait entre les deux. J'aime beaucoup écrire. Si je n'étais pas sculpteur, je pense que je serais écrivain. Alors, je combine les deux. C'est le meilleur des deux mondes. Alors, elle est où l'écriture dans votre exposition? Dans le portfolio. Donc, ça vaut la peine de prendre du temps là, sur le portfolio. Parce que si, par exemple, quelqu'un trouve une œuvre intéressante, la curiosité va l'amener à aller voir le portfolio et dire où il a pris l'idée de faire ça. Ah ouais! Puis chaque œuvre a son histoire. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais peut-être ça qu'on parle de vous. Oui. C'est quoi votre cheminement comme sculpteur? Est-ce que... Je pense que la sculpture, c'est une forme d'art qui est primitive, qui vient de la nuit des temps. Puis moi, je pense que j'ai toujours eu un petit peu... j'ai trempé dans le domaine des arts. Mon premier travail, c'était celui de photographe. Je suis un autodidacte. Dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai appris par moi-même. Donc, la photographie, j'ai commencé tout doucement. J'ai travaillé dans des laboratoires professionnels. Puis j'ai ouvert mon propre studio en 1977 jusqu'en 1985. J'ai fait de la photographie. J'ai gagné ma vie avec ça. OK. Mais après, ma vie a pris un autre tournage. J'avais une carrière qui m'intéressait dans le sport international. J'ai fait ça pendant 20 ans. Et puis, la première pierre, je l'ai achetée en 1985 pour vous dire comment le cheminement était long. J'ai acheté la pierre en 1985 puis je l'ai sculptée en 2015. Donc, les 30 ans qu'il y a entre les deux, là, c'est une vie d'aventure. Est-ce que vous êtes en train de me dire que la première œuvre que vous avez sculptée date de 2015? Oui. Alors, tout ce qu'il y a ici a moins de 6 ans, a 6 ans et moins. Oui, grâce à la pandémie. Ah ben oui, ça vous a aidé un peu. Oui. Et en tant qu'autodidacte, oui. Vous ne me direz pas que vous présentez ici les premières œuvres. Là. Vous avez bien dû faire quelques erreurs. Oui, j'ai fait ma première exposition en 2019. Ça ne fait pas tellement longtemps. Okay. C'est grâce à mon agente qui est en arrière de moi, qui organise tout ça. Ma femme est extraordinaire pour faire ces choses-là. Je pense que je serais encore dans mon atelier, puis tout serait dans un petit coin tranquille. Mais elle disait non, on ne peut pas laisser ça dans ton atelier. C'est comme ça que j'ai sorti. La pandémie a fait que toutes les expositions, j'en avais un petit peu partout en province, même en Ontario, ils ont été cancellées à cause de la pandémie. Vous êtes les premiers qui avaient l'opportunité de les présenter. Ah, quelle chance! Alors, M. Huot, il y a différents thèmes, je crois, que vous abordez. Oui. Pouvez-vous, me les nommer et me dire comment vous les choisissez? La nature est un thème qui revient pratiquement toujours, sauf quelques sculptures qui sont des objets, mais en général, je puise mon inspiration dans la nature. Pour vous donner un exemple, dans les premières sculptures que j'ai faites, il y a le vieil homme et la mer. C'est un souvenir de jeunesse pour les gens de ma génération qui ont vu le film « Le vieil homme et la mer » avec Spencer Tracy. Ce film-là est au départ le récit d'un livre d'Ernest Hemingway qui a gagné le prix Nobel en 1954 grâce à cette œuvre-là. Et puis moi, l'image qui m'avait marqué, c'est lorsque le marlin sort de l'eau. Et puis ça m'avait vraiment marqué de voir cet immense poisson sortir de l'eau. Puis à un moment donné, en faisant de la sculpture, j'ai trouvé une pierre qui correspondait à ce sujet-là. Alors je l'ai fait.
Et puis, j'étais content parce que l'œuvre décrit vraiment un film noir et blanc. La pierre est noir et blanc, il n'y a pas de couleur. Puis après, je me suis rappelé qu'il y a eu une deuxième version de ce film-là qui a été faite avec l'acteur Anthony Quinn, 10-15 ans plus tard. Le film est en couleur. Alors, j'ai refait le vieil homme et la mer, mais cette fois-là en couleur, avec l'albâtre, la stéatite des Bahamas. Et puis, ça a donné le vieil homme et la mer prise 2. Donc, ça donne un petit peu le cheminement qu'une idée peut avoir, puis qui peut amener à réaliser une autre œuvre. Par exemple, en Camargue, j'ai fait un voyage justement en Camargue dans les années 95, puis amateur de chevaux, j'ai eu des chevaux toute ma jeunesse. Pendant 15 ans, j'avais un cheval. Et puis, quand j'ai photographié des chevaux qui sortaient du marais en Camargue, j'ai dit un jour, je vais sculpter un cheval comme ça. Donc, c'est souvent soit un souvenir, soit une photographie que j'ai faite dans un voyage qui va m'inspirer. Cycle de vie, c'est la même chose. Quand je revenais des voyages à l'étranger, souvent on passe au-dessus du pôle Nord ou du Groenland. Puis je m'imaginais les troupeaux de bœufs musqués qui étaient en dessous. Je me disais, ça doit être extraordinaire de pouvoir les voir dans la nature, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai tombé sur une pierre, un African Wonderstone. Je me suis dit, ça, peut-être que ça serait bien de faire un bœuf musqué. Puis j'avais l'idée de reproduire quelque chose qui montre c'est quoi le cycle de vie. Une mère avec son petit. Oui. Puis ça a donné cycle de vie. Donc, c'est comme ça que je m'inspire. Est-ce que 100% des œuvres qui sont ici sont faites en pierre? Parce 100%. que celles à côté de vous, en l'encre, ça donne l'impression que c'est en bois. La base est en bois, c'est sûr, c'est de la sapelli, mais j'aime souvent marier bois et pierre, mais l'œuvre en elle-même, c'est de la pierre, c'est de la stéatite du Brésil. Mais en dessous, c'est sûr que pour le tenir, ça prenait une base de bois. Et c'est sa couleur originale à cette pierre-là? Oui. D'ailleurs, les pierres, là, vous ne les travaillez pas, vous ne les colorez pas. Là. Non, jamais. Mais la stéatite du Brésil a plusieurs formes. L'aigle royal, c'est de la stéatite du Brésil aussi, donc... Qui est blanc. Et là... qui est ambre. Puis celle-là, c'est une autre variété, mais qui vient quand même du Brésil. OK. Ouais. C'est assez fascinant aussi la légèreté que vous réussissez à mettre dans des œuvres en pierre. C'est le but de l'opération. C'est pour ça que je l'appelle la pierre en mouvement, parce qu'on réussit à donner une certaine légèreté à quelque chose qui est très lourd. Je vous mettrai au défi de lever l'aigle royal, c'est très pesant. Ah oui, puis il y a des tours de force. L'oiseau qui ne tient que par un petit bout d'aile, avec beaucoup de détails aussi. Oui. On réussit quand même, quand ta pierre le permet, de faire beaucoup de détails. Ouais. C'est très impressionnant le niveau de minutie qu'il faut certainement avoir pour arriver à ne rien casser. Donc, il faut être une certaine dose d'habilité. Oui, c'est ça. En tant qu'autodidacte, justement, comment vous avez fait pour apprendre toutes les... Sur le tas. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon. En tout cas, à mon point de vue, parce que j'ai été autodidacte toute ma vie, que ce soit dans les sports, dans les différents métiers que j'ai occupés, apprendre sur le tas, t'apprends des erreurs. Mais là, dites-nous la vérité, là, vous regardez des vidéos YouTube, là. Jamais. Jamais fait ça. Non? Non, parce que premièrement, je ne suis pas curieux. C'est comme si je voulais préserver l'authenticité de ce que je fais. J'ai pas la sensation de copier quelqu'un. Si ça l'arrivait, ça serait un accident. Mais comme j'ai jamais, comme vous disiez, regardé des YouTube ou des trucs comme ça, même dans les livres, j'ai aucun livre sur la sculpture sur pierre chez moi. Mais là, connaître les pierres, comment ils se travaillent, leur dureté... Quand on va chez mes amis qui vendent des pierres, ou même dans des carrières, comme sur la rivière Matane, je suis allé dans une carrière à me promener au travers des roches, puis de trouver, à un moment donné, un beau morceau de marbre vert, puis ça a donné la rivière Matane. C'est comme ça.
C'est vraiment impressionnant. Je vous dirais... Même moi, je trouve ça fascinant. Oui, parce que c'est comme chaque fois que je trouve une belle pierre ou que je pense à quelque chose, je me dis, oui, ça serait le fun d'essayer ça. J'ai pas d'attache, j'ai pas de barrière, j'ai pas de limitation. Si je décide de faire un cheval, je vais faire un cheval. Est-ce que vous partez d'une photo ou est-ce que vous... Même pas. Ben, comme en Camargue, j'ai pris des photos, mais qui ne ressemblent pas à l'œuvre finale. De toute façon, le 3D puis le 2D, on n'est pas du tout dans... C'est du 3D, puis on apprend à jouer avec les formes. Mais ça, je pense que c'est inné. C'est inné. Je pense que tu l'as ou tu l'as pas. Moi aussi, je pense que vous êtes né avec le don, c'est clair. C'est vraiment très surprenant. Est-ce que dans l'avenir, vous avez des beaux projets qui vous attendent pour cette année? J'ai un beau défi devant moi. Il y a un artiste que j'aime beaucoup, que j'ai découvert en visitant les boutiques à Québec. Il y a une boutique du Jade à Québec. Et puis, j'ai découvert un artiste en visitant une des boutiques, Lyle Sopel, qui fait des œuvres magnifiques en jade. Okay. Ça, c'est mon prochain défi. Le jade, c'est une pierre qui est beaucoup plus dure que tout ce que vous pouvez voir ici. C'est une pierre semi-précieuse, mais qui donne des résultats extraordinaires. C'est sûr que là, il faut que tu achètes des outils au diamant. Oui, tout se fait au diamant. Mais les résultats sont extraordinaires. Donc, ça, c'est mon prochain défi. Puis, avec l'aide de ma conjointe, de monter peut-être une exposition de plus grande envergure pour pouvoir un jour peut-être aller dans un musée ou des trucs comme ça. C'est dans les projets futurs, mais pour l'instant, je m'amuse à faire ce que je fais, puis c'est un beau projet de retraite. Bien, oui. Puis en plus, vous avez le talent, c'est clair. Et vous êtes débutant, là. Ça fait 5 ans que vous faites ça. Oui. Donc, oui. si on regarde à long terme, clairement, J'espère vivre jusqu'à 120 ans, puis d'en faire très longtemps. Parce que je me rappelle, quand j'ai commencé à faire de la compétition, je m'étais dit, OK, dans 5 ans, j'aimerais faire partie de l'équipe nationale. Puis ça a pris ça 5 ans. 5 ans de m'entraîner à tous les jours pour devenir membre de l'équipe nationale. Puis après, la roue a tourné, puis j'ai fait ça pendant 20 ans. Mais je me dis, là, j'ai fait 5 ans de sculpture, puis ça a donné ça. Qu'est-ce que ça va donner dans le futur? Je ne sais pas, mais je trouve ça plaisant. Donc, vous aimez le challenge, le défi. J'ai toujours aimé ça. Donc, vous mettez vous-même des challenges, je comprends bien. Oui. En tout cas, j'ai bien hâte de voir comment tout ça va évoluer, parce que c'est déjà de toute beauté, vraiment. C'est ça, la légèreté que vous réussissez à mettre dans vos animaux en mouvement. C'est vraiment une superbe exposition. Je lève mon chapeau, M. Huot. Merci. Puis, comme je disais, on invite les gens à venir voir votre expo. Après moi, ils vont être impressionnés. Merci beaucoup. Alors, ce fut un plaisir de vous accueillir aujourd'hui au Carrefour culturel Paul Médéric pour cette émission de la culture en action. Comme je vous disais, les expositions que je vous ai présentées sont ici jusqu'au 21 novembre, soit l'art à table 3, l'ouverture présentée par le Festival Cuisine, Cinéma et Confidences, Récits de femmes, récits de vie de l'atelier Inspire de Mme Marie-Sophie Bertrand et Mme Valérie Di Maurizio, et finalement la pierre en mouvement de M. Jean-Pierre Huot. Bien sûr, mes 2 expositions permanentes en Espace Baie-Saint-Paul, Expo Expérience et le Studio Trad sont toujours disponibles. Je vous invite donc à venir ici, nous visiter, voir ces expositions qui sont vraiment uniques, puis diversifiées. C'est de toute beauté. Alors, je vous invite à venir nous voir. Ça va être un plaisir. Au revoir.